Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être là. My pleasure. De faire partie de l'émission Revealing entre science et conscience. Alors j'ai la chance de te recevoir. Tu es ingénieur de formation. Exactement. Tu as passé quelques années dans le pétrole. Une décennie. Avant de faire un MBA à l'INSEAD, puis passer en banque. Et enfin, passer plus dans tout ce qui est médecine intégrative. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ton parcours ? Oui, je vais essayer de décrire. Bon, j'ai fait des études d'ingénieur classique. Après, j'ai fait ma coopération et je suis rentré dans le groupe Schlumberger où j'ai été envoyé aux 4 coins du monde puisque je suis vraiment travaillé dans les 5 continents et au bout de 10 années, quand il y a eu tous les problèmes à partir de 1983, la crise du pétrole, je suis allé à l'INSEAD pour une diversification et en sortant de l'INSEAD, j'ai été engagé à Chase Manhattan Investment Bank à Londres, à une époque où les banquiers classiques commerciaux avaient besoin de personnes qui comprennent un peu ce que c'est qu'un swap synthétique et autres pour travailler dans la banque d'affaires. Mais je n'ai pas du tout aimé l'ambiance de la banque d'affaires, de ce qui s'y passait, de cette obsession de l'argent et autres. Et donc, j'ai été engagé pour redresser des sociétés dans le groupe SCOA qui n'allait pas bien. Donc, je suis reparti en Afrique, je suis resté dans différents pays, puis en Allemagne, puis en Italie, puis je suis allé en Nouvelle-Calédonie. Puis, quand je suis arrivé au fin fond du monde, je me suis dit qu'est-ce que je suis ? C'est pas possible. Je suis rentré en Europe et là, il y a eu un incident dans ma vie qui a fait que je suis parti aux États-Unis à nouveau. J'ai fait l'école des médiums pour essayer d'un peu de capter davantage des choses qui me paraissaient anormales, alors qu'elles le sont tout à fait, mais bon, ça ne rentrait pas dans ma compréhension. Donc j'ai passé un doctorat en métaphysique, suivi d'un doctorat en psychothérapie transpersonnelle, suivi d'un PhD en médecine intégrative. Bon, en fait, j'ai accumulé parce que j'aimais bien comprendre. Et puis, après, j'ai décidé que j'allais partager ce que j'avais appris avec les personnes que je pouvais aider. Donc, voilà. Merci. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu es vraiment passé un peu de tout ce qui est cerveau gauche à cerveau droit. J'ai essayé. Il revient vite celui-là. Ça, c'est certain. Et du coup, avec toute cette connaissance, on va voyager avec toi. Tu vas nous expliquer, on a la chance que tu puisses nous expliquer les grands principes et les découvertes à travers le temps de la physique quantique. Et ensuite, nous expliquer comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement dans nos vies. Alors pour nous, je vais essayer d'abord dire ce que ça fait pour moi, en espérant que ça résonne avec les autres, parce que c'est un vaste domaine et c'est un domaine où on est encore dans l'inconnu pour beaucoup de choses. Moi, tel que je comprends ça, c'est que d'abord, la physique quantique est un aboutissement par rapport à 3 niveaux. Il y a eu un premier niveau qui est de Thalès, Pythagore, Platon, Aristote, les Ptolémées, etc., jusqu'à, on va dire, Newton. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la scolastique, c'est-à-dire l'Église catholique bloque tout ce qui n'est pas agréé par elle, c'est-à-dire qu'on en reste au niveau d'Aristote, et ça va durer 2 millénaires. Pendant 2 millénaires, pour avancer dans les sciences physiques, il faut aller du côté des califes de Bagdad. En fait, les Arabes ont sauvé la mathématique qui est la base de la physique, parce que sans mathématiques, je donnerai 2 exemples plus tard. Voilà. Donc on en est là, Galilée en fait les frais, Giordano Bruno est brûlé en place à Rome en 1600, et pendant ce temps-là, les jésuites expliquent ce pourquoi il est brûlé, mais eux, ils l'expliquent en Chine. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Finalement, Newton, avec sa première loi, donc F égale K prime sur R2, la loi de la gravitation, selon Newton, parce qu'elle sera un peu modifiée par la suite, et la mathématique va nous sortir et va être l'outil, il intègre la mathématique dans la physique et c'est un nouveau départ. En même temps, il y a eu la Renaissance juste avant, etc. Donc à ce moment-là, il y a un foisonnement invraisemblable dans la physique et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est l'expérience de Jung.
les fentes de Young, qui vont être un très gros morceau dans la physique quantique. Et Young, il est daltonien. Et donc, il envoie sa lumière, il a un écran avec 2 fentes, et derrière, il a un écran. Et il montre qu'il y a une interférence, hein, donc ceux qui ont fait du latin, ferro, fer, stululatum, je porte, et inter, c'est donc qu'il y a 2. Or, il n'a qu'une chose, et au lieu d'avoir 2 droites, une par chaque fente, il a des interférences, et il dit, moi je suis contre Newton, la lumière n'est pas corpusculaire, pour moi elle est ondulatoire. Et on lui répond, t'es daltonien, fous le camp. Il faut attendre... Donc corpusculaire, c'est matière, matière et autres. Donc il faut attendre à ce moment-là un sombre employé de 3e classe à Berne, qui s'appelle Albert Einstein, et qui, lui, s'intéresse à ça pour une raison tout à fait autre. Et c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup d'argent, il veut en gagner beaucoup, et il y a une offre du gouvernement français pour mettre toutes les pendules à l'heure. Parce que l'arrivée des trains et des avions, si toutes les pendules en France et en Europe ne sont pas à la même heure, comme s'il n'y avait qu'une voie, il y a des gros risques. Hein. Donc l'heure de Marseille n'était pas celle de Paris, ni celle de Lyon, et il cherche à ça. C'est comme ça qu'il va s'intéresser pour gagner, et il va découvrir autre chose après un rêve qui lui donne la solution, enfin une partie de la solution. Il s'informe 15 jours et il sort E égale MC2. Qu'une formule que tout le monde connaît, encore j'ai entendu des jeunes me dire E égale MC6, M6 ou je ne sais plus quoi, un truc, non, plus rien à voir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en mathématiques et en physique aussi, chaque fois qu'il y a une constante, il y a un mystère. Parce qu'on est dans un monde dynamique, et chaque fois qu'il y a une constante, que ce soit pi, que ce soit le nombre de l'air, qui est somme 0 à l'infini de 1 sur factoriel n, peu importe, on se dit il y a un bizarre. Et dans cette formule, d'abord, l'énergie n'est pas définie. Il n'y a pas de définition de l'énergie. On connaît la variation de l'énergie, on connaît le principe de la conservation d'énergie. D'ailleurs, Richard Feynman a dit, c'est un truc bizarre, c'est une relation mathématique. Mais on n'a pas de définition d'énergie. C'est comme le temps. On en parle de l'écoulement du temps, mais il n'est toujours pas défini. Donc on a E égale MC2, et c'est une constante, c'est-à-dire qu'en mathématiques, elle est de dimension 0. Or, c'est une vitesse, donc c'est un espace traversé pendant un certain temps. Si l'espace a 3 dimensions, il faut que le temps ait 3 dimensions. Nous sommes d'accord. Comme ça, on a une constante. Quand vous demandez aux gens quelles sont les 3 dimensions du temps, ils vont dire le passé, le présent, le futur. C'est complètement faux. C'est sur la même dimension. Donc la question, c'est quelles sont ces dimensions du temps? C'est une question qui a été posée par Einstein lui-même. Et donc, il y a un temps mécanique. C'est le temps de la montre qui permet de prendre le train, d'avoir des rendez-vous et autres. Mais on ne vit pas ce temps-là. On vit le temps émotionnel. C'est-à-dire que si je retrouve ma première fiancée d'il y a 55 ans, je vais avoir l'impression qu'aucun temps ne s'est écoulé entre nous deux. Il y a des tas de choses dans la vie. Si je m'ennuie, si je vous fais un cours de physique théorique qui peut être ennuyeux, le temps va paraître très long. Mais si vous êtes amoureuse du professeur, il va paraître très court. Donc le temps, il y a une dilatation et une contraction du temps en fonction de est-ce que je suis joyeux ou est-ce que je suis triste. Donc ça, c'est la dimension que nous vivons, nous. Notre mémoire ne retient du temps que là où il y a une émotion, qu'elle soit positive ou négative. A priori, il n'y a pas d'émotion neutre, hein, entendons-nous. Donc on a une formule E où l'énergie n'est pas définie. La masse, la définition de la masse a été remise en question aujourd'hui. Et on a un temps qui n'est pas défini, donc ça fait beaucoup de choses indéfinies. Pourtant, c'est une formule très intéressante qui va écrouler Newton, et pas que ce soit faux, mais c'était incomplet, et qui va nous donner la relativité, qui permet notamment au GPS de fonctionner, toutes ces tas de choses. Tu peux nous expliquer en 2 mots la relativité ? Ben oui, la relativité, c'est que
tout n'arrive pas en même temps, comme ça on voit différemment, et pas au même endroit, comme ça, à la fois il y a l'un et l'autre, sinon si on allait dans le temps spirituel où tout est présent, nous ne pourrions pas vivre ce que nous sommes venus vivre sur la Terre. Voilà. Donc la relativité, alors il y a deux notions, il y a la relativité générale, c'est-à-dire la courbure de l'espace-temps, comme quoi la force gravitationnelle est uniquement fonction, c'est-à-dire que la masse déforme l'espace, hein, et donc si j'ai un drap et je mets un caillou au centre, ça va tourner autour, je vais déformer. Et puis la relativité, c'est que selon l'observateur, on ne voit pas la même chose. Et d'ailleurs, c'est très intéressant à ce sujet. Il y a une anecdote en 1951, 3 ans après la fondation d'Israël, Ben Gourion vient récupérer des sous aux États-Unis pour aider la formation d'Israël, et il fait un détour, il va voir Albert Einstein à Princeton University. Et d'abord, il lui offre, en espérant qu'il ne va pas le prendre, le poste de Premier ministre. Lui, il dit non, j'en veux pas, je ne parle pas hébreu, et puis je suis bien ici, et en plus, je vais dire ce que je pense, et c'est pas bon. Mais il lui dit, j'ai travaillé une question qui me posait, qui est la question de la création. Pour un observateur à l'extérieur, ce qui dure un jour, pour une personne sur la Terre, dure 8 milliards d'années. Le deuxième jour dure 4 milliards d'années. Le troisième jour, c'est 2 milliards d'années, et ainsi de suite. Et si vous reprenez cette somme-là, qui est une application directe de la relativité, vous verrez que la Terre telle qu'on la connaît, son milliard d'années, c'est exactement ça. Elle a bien été créée en 7 jours, mais du point de vue de l'observateur extérieur. Voilà, une application tout à fait pratique. Alors je passe là-dessus pour qu'on passe. Albert Einstein a joué un rôle très actif dans la physique quantique. En physique quantique, qu'est-ce qui se passe? C'est que autrefois, et même avec Newton, tout est continu. C'est-à-dire que le temps va d'un instant à l'autre, mais c'est de façon continue, et tout dans notre vie est continu. Mais Planck, qui fait une petite expérience, il chauffe une barre de fer. Et il s'aperçoit qu'il y a des émissions, donc qu'il y a une discontinuité. Et ça va complètement révolutionner notre pensée, que tout est discontinu. C'est la première des choses. Ensuite, il y a Niels Bohr qui va regarder un peu ça et qui va essayer de comprendre et qui va définir l'atome sur le principe. Il dit, en fait, c'est l'atome d'émeraude, as above, so below, hein, ce qui est au-dessus est le microcosme et pareil au macrocosme. Et donc, il va proposer son modèle de l'atome et il voit le fameux saut quantique. C'est-à-dire que l'électron, il saute d'une couche à l'autre instantanément. C'est ça le saut quantique, c'est les trucs, d'un seul coup, ça a changé. En absorbant un photon ou en émettant un photon. Exactement. Donc un changement d'orbite, puisque l'autre, il avait défini les orbites parce qu'il a regardé le Soleil. Bon, on n'était plus dans le géocentrisme d'Aristote, on était déjà dans l'héliocentrisme de Newton. Donc il a pris ça, et puis il y a cette fameuse expérience des fentes de Jung, qui est reprise par le prince Louis de Broglie, et il va avoir un coup de génie et montrer au travers de cette équation que c'est à la fois les deux. Alors son coup de génie, ce qui est très intéressant, c'est que quand on a un cercle, si je suis sur mon cercle, mettons que je sois à ce point-là, on peut être là parce qu'on a fait seulement ça, on peut avoir fait un tour avant, 300 tours, 900, 3 milliards. Donc c'est ce qu'on appelle en mathématiques une équation modulo 2π. Hein. C'est sinus x plus 2πn, etc. Et c'est ce qui va permettre de résoudre le problème et de montrer qu'il y a bien des interférences. Donc, on en arrive à une conception complètement révolutionnaire que on est à la fois une partie tangible, potentiellement tangible, et une partie qui est le potentiel. Et bien, dans la vie, dans l'application telle que je la vois, hein, la femme, c'est le potentiel, c'est l'énergie féminine plutôt, et le corpusculaire, c'est l'énergie masculine. C'est ce qui va prendre ou permettre à la femme, par exemple, d'exprimer son potentiel. Mais pas seulement en faisant des enfants, dans tous les domaines.
Donc quand tu dis le potentiel, enfin le mix des deux, c'est-à-dire un mix, enfin une partie matière, particules, et une partie ondulatoire. La partie ondulatoire est là. Et quand il y a l'effondrement de la partie ondulatoire, on arrive à l'application donc corpusculaire. C'est ça. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, oui. C'est bon? Donc, cette expérience, puis après il y a tout le reste, hein, pour moi elle est fondamentale pour une application pour nous, parce que après, d'ailleurs, Alain Aspect, qui m'a montré, vient d'avoir le prix Nobel, quantique, oui. Donc l'intrication quantique, c'est-à-dire que si deux particules sont liées, l'information est transmise instantanément, ce qui dérange la relativité, puisque normalement, il y a la limite due à l'autre. Alors, tu peux nous dire deux mots sur l'intrication quantique, vu qu'on est dans le sujet Alors, l'intrication quantique, d'abord, on en parle des rudiments puisque c'est top secret. Ne croyez pas que le CERN vous raconte tout ce qui se passe ni les autres. Enfin, l'intrication quantique a été observée depuis 40 ans. Elle a été observée, mais c'est, je crois, en 2014 au CERN qu'on a montré, je crois que maintenant on arrive à faire 1200 km dans les dernières expériences. Mais au début, on a montré que, en fait, on a deux particules qui sont liées. C'est ça. Et donc, quand on modifie l'une, l'autre instantanément se modifie. Donc, c'est intéressant pour le cryptage. Donc, tout ce qui est armé, donc, secret défense. Donc, on ne sait pas exactement où ils en sont, ce qu'ils arrivent à téléporter. Ils ne vont pas nous le dire, ou ils nous le diront 15 années après, quand ils auront trouvé, ils seront passés au palier d'après. Mais donc, tu ne penses pas que ce qu'on arrive à téléporter, c'est plutôt le côté information, plutôt que matière? Mais nous, c'est l'information. Il y a une très belle phrase de John Wheeler qui plaît beaucoup à mon ami Blaise. John Wheeler, c'était un collègue à Princeton, il est mort en 2008, donc de Einstein. Et il a formé des élèves brillants comme Richard Feynman, prix Nobel en électrodynamique quantique. Bon, ça, c'est des trucs, il vaut mieux pas en parler parce que ça fait exploser la tête, ces trucs-là. Voilà, ceux qui veulent, il y a 2 livres très bons. Il y a quelqu'un de remarquable qui s'appelle Brian Greene, qui est un vulgarisateur là-dessus. Je vous conseille The Elegant Universe, l'univers élégant, ou bien The Magic of Cosmos, la magie du cosmos, plus tout ce qu'il met sur Internet. Là, vous avez, s'il y a vraiment un sujet que vous voulez approfondir, mais je ne pense pas que ce soit le but ici d'aller se perdre dans les méandres de quelque chose qui est encore en évolution, donc qui n'est pas fixé, qui ne sera jamais fixé à mon avis. Donc John Wheeler, pour revenir, il dit « Les 20 premières années de ma vie, on a pensé qu'il fallait casser l'atome pour trouver les briques, le fondement de ce que nous sommes. Au bout de 20 années, quand on a commencé à en découvrir les muons, les gluons et les autres, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que mais les briques, si on n'a pas de quoi faire le mur, on n'a pas ce qui va le ciment, donc on s'est intéressé aux forces électromagnétiques qui font ça. Donc on a cherché, on a trouvé les 3 là, qui ont eu le prix Nobel sur les forces électrofaibles, etc. Il dit 20 années après, on a dit mais c'est pas là que ça se passe. Tout est seulement information. C'est-à-dire un guide d'onde, c'est la fonction d'onde chère à Schrödinger. Bon. Mais il est impossible aujourd'hui de suivre tout ça parce que tout est cloisonné, on vous donne ce qu'on veut. Et puis, il s'est passé un phénomène très intéressant, c'est Marco Rodin. Marco Rodin, c'est... Pour toi, c'est le génie de notre siècle. Absolument fabuleux, je pense. Si tout ce qui est dit est vrai, parce que je ne suis pas allé le rencontrer, on ne peut pas le voir d'abord. Voilà, parce qu'il est inaccessible ou... Il est, je crois, il est quasiment inaccessible, oui. Je crois qu'on l'a sorti d'Hawaï et qu'on l'a mis au Texas, et il peut faire ce qu'il veut à condition de rien dire. Hein. C'est parce que... Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Marco Rodin? Marco Rodin, moi, je suis pas amoureux, mais je suis vraiment émerveillé. Il part du principe que Dieu, c'est le numéro 9. D'accord. Bon, c'est dans la religion basse, jusque-là. Après, il reprend l'énéagramme de Gurdjieff, donc les 9 points sur le cercle, et puis il se pose une question, voilà.
le divin fait des miracles, l'humain fait ce qu'il peut. Hein? C'est ça. Donc, le divin, c'est l'unité, l'humain, c'est la dualité. Tout notre rôle sur Terre, c'est de transcender la dualité pour retrouver l'unité. Pas grand-chose d'autre à faire. Sagesse ancestrale. Oui, bon, ça n'a pas changé. Je ne l'ai pas inventé. Il y en a d'autres qui l'ont dit avant moi, l'ont répété, mais ça ne rentre toujours pas dans beaucoup de têtes, j'y peux rien. Donc, ce qui m'intéresse là, c'est qu'il dit, quel est le miracle? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme miracle relativement commun sur Terre? Et il dit, ben, les femmes, elles font des miracles. Miracles, elles font des puzzles de 100 000 milliards de pièces. Et moi qui suis ingénieur, 100 000 milliards, il n'y a pas une femme qui va me dire qu'elle a compté les pièces et qu'elle les a assemblées elle-même, parce que pour compter de 0 à 100 000 milliards, il faudrait 3 siècles. Bon, jusque-là, il a raison. Nous sommes d'accord. Il dit, et dans le phénomène de la grossesse, où est-ce qu'il peut bien aller se cacher le miracle? Alors, est-ce que c'est le fait que le cœur démarre un jour, on ne sait pas pourquoi? Il dit, il y a la mitose. Ça va toujours de 2 en 2. Il n'y a pas un qui a eu 3, ou 9, ou 37. Il y a eu 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ainsi de suite. Et il applique ça, il reprend les néagrammes. Et il va de 1 à 2, de 2 à 4, de 4 il va à 8, de 8 il va à 16, 6 et 1, 7, 7 et 7, 14, 4 et 1, 5, 5 et 5, 10, il revient. Il dit, il me reste 9, 3, 6. Or, 9, 3, 6, Tesla avait dit que si on comprend le 9, 3, 6, on a la clé de l'univers. Alors il se dit, il cherche un peu plus, il dit, si je fais 3, ça fait 6, si je double 6, ça fait 12, 2, 1, 3. Donc eux, ils font on-off ou un truc comme ça, mais le 9, il ne bouge pas. Et à partir de là, il va créer la mathématique du vortex. Et avec cette mathématique du vortex, il dit, ben moi, le principe d'indétermination d'Heisenberg, il y a la poubelle pour ça, parce que moi, je vous donne où et quand passe l'électron autour de l'atome. Juste pour spécifier un peu pour l'audience. Donc le principe de l'atome jusqu'à présent, c'était régi selon le principe d'incertitude d'Heisenberg. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas observé exactement, enfin à un moment précis, on ne peut pas savoir où est l'électron exactement. Alors, où on essaye de savoir où il est exactement, mais on ne sait pas quand. Voilà. Ou on sait quand, mais on ne sait pas où. Exactement. Mais Niels Bohr, avec ça, avait une relation mathématique, donc il a pu construire toute la théorie. Mais si Marco Rodin, si ce qui est dit est vrai, et apparemment c'est vrai, si on a à la fois les deux et qu'on enlève l'incertitude... Ça change toute la physique d'aujourd'hui. Ça va changer les choses. Quoi, je ne peux pas vous le dire, puisqu'ils ne le racontent pas eux-mêmes, et que Marco Rodin, je n'ai pas accès direct à lui pour aller vérifier. Donc, il dit, voilà, je pars du 1, je vais au 2, 4, 8, 16, 6, 1, 7, 14, 4 et 1, 5, et je reviens là. Et il dit, j'ai cela qui ne marche pas. Mais si je fais l'inverse, ça marche pareil. Hein. Si je fais 1, la moitié c'est 0,5, la moitié c'est 0,25 et 0,125, et ainsi de suite. Et il dit, ça me rappelle ce truc-là. Et il me dit, ça me rappelle ça. Il me dit, est-ce que les francs-maçons avaient la connaissance de ça? Il dit, maintenant si je regarde ça, j'ai le VW de Volkswagen. Et il dit, j'ai recherché, et au départ, Hitler voulait Volksauto, et ses conseillers spirituels ont dit Volkswagen, et lui ont fait le dessin. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui, avant moi, avaient trouvé ceci? Et donc, il montre après tout ce qu'on peut faire, tout ça. Alors, sa théorie du vortex, j'ai essayé de comprendre, je peux vous dire que mathématiquement, pour le suivre, soit on est dans la recherche, soit on dit vous avez raison. Ça me rappelle du temps où j'étais au CNRS et voilà, hein, donc il montre comme ça tous ces trucs-là. Donc Marco Rodin, c'est la quantique de demain, c'est la physique de demain qui va révolutionner notre vision du monde. Oui, et alors sur l'internet, il montre que Marco Rodin a fait des antennes pour le gouvernement américain selon son principe, qui aurait des résultats tellement fantastiques qu'ils ont remplacé toutes les antennes par mettre celui-là. Donc, il y a de la documentation, je peux vous la passer, mais bon,
aller vérifier aujourd'hui. C'est compliqué. Mais si on peut revenir sur les grands moments, enfin les grandes découvertes de la physique quantique et les révolutions sur notre vie, comme justement l'observateur influe la réalité, cette expérience-là. Comme tu as dit, tout est information, mais tu as parlé de ce mix corpusculaire et ondulatoire. Donc ça veut dire que nous sommes vibration, et cette vibration est porteuse d'informations. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces grandes découvertes-là et faire des parallèles sur nos vies de façon très concrète? Alors, la première des choses, c'est que si je te regarde et je ne vois que le côté corpusculaire, je vais mettre des critères. Est-ce qu'elle est blonde? Est-ce qu'elle est brune? Son tour de poitrine? Enfin, peu importe. C'est 90% des hommes, hein. Enfin des adolescents. Hein. Peut-être qu'en vieillissant, il y en a qui sont moins. C'est aussi la façon dont on nous a appris à voir le monde. Tout à fait d'accord. Mais si maintenant j'ai la notion que tu es une vibration, exactement, ce qui va m'intéresser, c'est ta qualité de présence, c'est-à-dire la vibration de ton âme. Donc à partir du moment où je suis conscient de ça, et c'est un des plus grands apports pour moi de la physique quantique, c'est que ce qui va m'intéresser dans toi, c'est la qualité de ta présence. Et d'ailleurs, je suis marié depuis un certain nombre d'années, la seule chose qui m'intéresse de ma femme, peut-être qu'au début elle était blonde et aux yeux bleus, elle est toujours, mais c'est sa qualité de présence, c'est ça que je vis au jour le jour. Bon, son petit corps, il est ce qu'il est, c'est très bien, ça me va très bien, mais c'est pas ça. Hein. Toute personne mariée, au bout d'un moment... Comme on ne nous a pas appris à vivre et ressentir la vibration, comment tu te connectes? Parce qu'on ne se connecte pas à ça avec notre cerveau ou avec... Non. Alors, comment on se connecte? La femme a 4 à 5 fois l'énergie d'un homme. Et elle est le potentiel. Oui, ça, on va en revenir dans le prochain épisode avec toi. Je suis dans l'énergie de ma femme. Mais comment tu sens, comment tu décryptes cette énergie? Je te pose, je te provoque un peu parce que c'est les questions que les gens se posent. C'est un ressenti. Donc c'est par le ressenti. Uniquement. Par ce côté par le cœur, par ce côté intuitif, par cette dimension émotionnelle qu'on a. Uniquement. Donc pour toi, cette dimension émotionnelle que l'on a, ou spirituelle, est porteuse de l'énergie, de notre énergie, enfin de notre vibration et de notre information. Exactement. Et que par cette dimension émotionnelle et spirituelle que l'on a, on peut justement être à 2 endroits en même temps, l'intrication quantique, se connecter à l'information, décrypter cette information-là et aller au-delà de ce qu'on appelle la matière ou le corpusculaire. Tu as un enfant, je crois. Oui, j'ai un enfant. Tu captes ton enfant. Tout à fait. C'est là. Moi, ma femme, elle est médium. Donc, où que je sois, elle me dit « Tiens, t'as vu un tel aujourd'hui ?» Donc, comme j'ai rien à cacher, ça me va très bien. Mais elle a ce don que j'admire, parce qu'elle est très féminine, de capter des choses absolument ahurissantes. Mais tu es médium également, Philippe. Oui, mais... Et tu t'y es intéressé pour comprendre un peu plus, justement, ce décryptage de la vibration et de l'information. Bien sûr. Et tu peux nous dire 2 mots là-dessus, sur un peu ce... Parce que quand j'explique justement que les avancées, les découvertes en physique quantique, finalement nous aident à expliquer ce qui se passe, ce qu'on nomme paranormal, mais ce que tu disais tout à fait normal, ce qui nous aide à comprendre un peu ce qui se passe à ces niveaux-là, et ce qui fait partie intrinsèquement de ce qu'on est. Tu dis aussi la physique, les lois de la physique sont universelles et donc s'appliquent à nous. Exactement. Et souvent... on me dit, oui, mais comment on peut faire un parallèle entre physique quantique et médiumnité? Alors, toi qui es un peu plus expert que moi, je te laisse nous expliquer ça. La physique quantique, c'est un très vaste sujet. On n'a pas besoin de comprendre le mécanisme d'une intrication. Il suffit d'avoir quelqu'un qu'on aime ou quelqu'un dont on est proche, une mère avec son enfant, pour voir que l'on capte des choses. Moi, j'ai eu un cas, à Londres, j'ai aidé un mannequin qui avait été engagé pour prendre des photos de maillots de bain à Saint-Barth. Et comme ça a traîné le temps qu'ils installent tous les trucs, elle est allemande, elle a plongé, et au moment où elle est remontée, ils ont démarré un moteur qui lui a
coupé ici et cisaillé. Donc elle avait perdu son truc. Donc ils avaient un hélicoptère, ils l'ont immédiatement emmenée dans une clinique pour la recoudre et autres, et la sauver. Quand elle s'est réveillée de sa narcose et qu'on lui a redonné son téléphone, sa mère avait laissé 25 messages en disant « Il t'est arrivé quelque chose, je veux que tu m'appelles ». Sa mère était à Hambourg, elle était à Saint-Barthélemy. Donc, il y a des liens comme ça, des liens affectifs, ces fameux atomes crochus. Hein, ça, c'est que si vous aimez quelqu'un et que vous êtes lié par le cœur, vous êtes en intrication. C'est le phénomène de l'enfant. Votre enfant, il est connecté par le thymus, la glande qui est là. Le thymus et autres. Et vous pourrez faire une expérience si un jour vous avez quelqu'un d'important. Imaginons que votre enfant ait 4 ans. Et vous parlez, vous êtes très intéressé, c'est une discussion très intéressante. Au bout d'un moment, il va venir et vous prendre la main. Maman. Et vous allez dire, je parle avec le président. Il s'en fiche. Il revient, maman. Et au bout d'un moment, excusez-moi, monsieur le président, qu'est-ce qu'il y a? Il sourit, il repart. Il vient vous dire, t'es tellement dans la tête que je suis plus connecté, je suis plus protégé par toi, maman. C'est tout ce qu'il fait. Parce que la femme nourrit. Elle nourrit le mari, les enfants, la maisonnée, le chien, que tu aimes. Le chat. Et je vais vraiment te donner la parole. Donc c'est là où tu vois que tout est énergie. Et nos rapports sont des rapports énergétiques. Après, il faut les comprendre. Ça a été très bien décrit par Barbara Ann Brennan, qui a écrit Hands of Light, les mains qui guérissent, je suppose. Et j'ai amené quelque chose, je te montrerai tout à l'heure. Mais bon, pour répondre, pour moi, l'importance de la physique quantique, tout est discontinu, mais tout est lié. C'est-à-dire, je ne suis pas toi, mais je suis lié à toi. On est tous interconnectés. Exactement. Le principe de Lilou et les co-créateurs, Lilou Massé, enfin, et de beaucoup d'autres, première chose. Donc, à la fois discontinu, mais à la fois lié. Hein, c'est comme les doigts d'une main, ils sont discontinus, mais... Ils sont liés à la main. Voilà. Hein, ça peut être un exemple très simple. Et cette notion de discontinuité aussi met fin au déterminisme. Exactement. Pour justement nous informer que tout est un potentiel infini de potentialité. Sauf que Marco Rodin va peut-être réintégrer le déterminisme puisqu'il montre où et quand. Ça fait des millénaires qu'il y a une bagarre entre le déterminisme et le non-déterminisme. Donc le libre arbitre, ce qu'on appelle Exactement. le libre arbitre. Ça va être le jour où on va réintégrer la relativité et le quantique, peut-être qu'on réintégrera, grâce à quelque chose d'autre, le déterminisme et le non-déterminisme. Parce que jusqu'à présent, les découvertes en physique quantique rompent avec le déterminisme, qui nous dit qu'on est co-créateur de notre vie. Enfin, oui. Non, justement, il y a 2 écoles, créateurs et d'autres co-créateurs. Co-créateur, ça veut dire qu'on remet une notion de semi-déterminisme avec une notion de libre arbitre, enfin un mix des deux. Et là, tu dis qu'avec les avancées de Marco Rodin, peut-être, on retournerait dans un déterminisme, ça veut dire que tout est écrit. Non, parce que les lois de la relativité sont pour les très grands ensembles, et les lois de la physique quantique dans les espaces infiniment petits. Donc il pourrait y avoir à la fois des applications de l'un et de l'autre dans une loi plus globale. Ensuite, continue ton énumération, donc la discontinuité. Après, il y a les formes de Jung. C'est-à-dire que si j'oublie et si je reste lié aux faits, les faits me mentent. Toujours. Si je reste obsédé par un fait, je perds mon temps. Et tôt ou tard, je serai bon pour l'Asie. Et ça, c'est fondamental de comprendre. Donc c'est voir au-delà de ce qu'on voit avec les yeux. Les yeux ne voient pas. Oui. Il y a un photon qui traverse Explique-nous pourquoi les yeux ne voient pas.
la vision n'est pas uniquement liée à l'œil, si tu préfères. C'est un peu excessif pour provoquer. Oui, j'aime bien tes provocations. Mon photon va passer au travers de mon œil, il va taper sur la rétine. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça crée un petit courant qui passe par le chiasme optique derrière, ils sont croisés, et ils vont activer une glande qui, je crois qu'elle fait 8 mm, qui s'appelle la glande de la vision. D'accord? Il faudrait d'abord que tout le monde ait la même cornée, le même cristallin, la même rétine et le même chiasme optique. Mais c'est comme les flocons de neige, hein, il n'y en a pas de pareil, déjà. Mais la nuit, tu dors, tu as un rêve. Qu'est-ce qu'il voit? C'est pas tes yeux. Tu es d'accord avec moi? Ils sont fermés, tu dors. Et pourtant, ton rêve, il est extrêmement vivace. Donc, ton émotionnel, qui lui ne dort jamais, agit aussi sur cette glande. Vu? Donc, tes filtres émotionnels ne sont pas les mêmes que les miens. Donc, tout ce que nous voyons dans le cerveau est une combinaison, parce que je mélange un peu les langues de temps à autre, est une combinaison à la fois de ce qui se passe au travers de mon corpusculaire, mais de mon émotionnel, du tangible et de l'intangible. On le retrouve partout. Donc penser que tu vois la même chose que moi, c'est une erreur. Donc des goûts et des couleurs, on ne discute pas, pour ces raisons. Mais tu vas retrouver partout la dualité. Quand je te parle, le mot, il vient du cortex frontal. D'accord? Mais c'est le souffle qui vient du cœur, l'intonation qui va faire toute la différence. Et qui va donner la vibration au mot. Si je regarde mon chien et je lui dis « t'es un petit bâtard d'amour » ou n'importe quoi, il va remuer la queue. Si je le fais « je t'aime », il va me dire « il est fou ». Donc, la parole n'est rien. Et c'est ce sur quoi jouent les avocats, les politiques. Ils disent n'importe quoi, mais ils cherchent, à travers l'émotionnel, de faire passer et de changer des évidences. Quand il dit « il a tué par amour », il faut être débile pour le croire. On tue par dépit, on ne tue jamais par amour, par définition. Et dans ces axes-là, la discontinuité, ce que tu viens d'énoncer maintenant... Et la dualité partout. En fait, la dualité, la double présence à la fois du vibrationnel, de l'émotionnel et du physique. Et comment, du coup, on en revient là aux sagesses ancestrales, de transcender cette dualité et aller vers l'unité. Et c'est la fameuse métaphore de la grotte. Exactement. On en revient à... Mais c'est ce que disait Platon dans l'allégorie de la grotte de Platon. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit on est là devant un écran et on ne voit pas ce qui se passe derrière. On est complètement dans l'illusion, la fameuse Maya. Et donc, pour sortir de là, il faut garder l'attention sur soi. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi ma voix a changé? Pourquoi devant telle personne je ne suis pas moi-même? Pourquoi c'est des questions de base. Mais jamais penser c'est l'autre. Merci Philippe. Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais nous transmettre sur la quantique et notre vision du monde? Alors, la quantique, d'abord, ce qui me gêne, c'est que maintenant, pour du marketing, tout est quantique. Oui, et les gens ne savent même pas. C'est quoi le quantique? Le quantique, c'est le quantique. Bon, on peut tourner en rond là-dedans. Ce qui me navre, c'est que aujourd'hui, les gens, dans ma perception, dans ce que je vois, les gens ne réfléchissent plus. Ils prennent tout, il faut aller vite, et c'est un nouveau scoop et autres. Il n'y a plus de temps de réflexion, de se poser des questions. Autrefois, là, du temps où je faisais mes études chez les jésuites, on avait l'examen de conscience à faire le soir. Il fallait au moins réfléchir sur sa vie, sur des choses ou autres. Aujourd'hui, aller dire à un enfant de 12 ans, fais l'examen de conscience, il dit non, je vais prendre mon téléphone. Et tu ne penses pas que c'est des notions qui vont revenir? Je le souhaite. Avec ces nouvelles générations, justement avec ces avancées quantiques et ce nouveau regard apporté par la science? L'avancée, qu'elle soit quantique, relativiste ou autre, c'est toujours, nous évoluons toujours vers une compréhension plus grande. C'est quand même de se dire, je suis sur la Terre, nous avons l'impression d'être assis. On se balade quand même à plus de 100 000 km/h autour du Soleil et on tourne sur nous-mêmes à l'équateur, c'est 1700 km/h, la toupie. Bon,
il y a des choses comme ça, on dit un tournesol. C'est pas le soleil qui tourne, on devrait dire un tourne-terre. Allez dire un tourne-terre, vous passez pour un fou. Donc, dans tout notre vocabulaire, si on ne fait pas attention, on dit un lever et un coucher de soleil. Mais c'est jamais levé, il ne se couchera jamais. Mais donc, il faut faire attention à la manière, à nos mots, à ce qu'ils portent dans notre vie. Par exemple, maintenant, les jeunes, c'est trop bon. Trop est négatif. Trop bon, ça ne veut rien dire. C'est très bon. Si on a trop, c'est pas bon. Mais donc, ton conseil pour demain, c'est vraiment d'avoir cette les gens, bon, cette moi, conscience je suis de d'une soi, génération où les mots avaient une importance. Il y avait le latin obligatoire, donc je me suis on dit le verbe est créateur. Exactement, mais par exemple, en latin, formidare, qui a donné le mot formidable, ça veut dire qu'il doit être craint. Donc quand on vous dit il est formidable, ça veut dire je le crains, énergétiquement. Ça ne veut pas dire il est génial. Donc si on ne fait pas attention au travers de nos mots, qui sont une énergie, on l'a vu avec Emoto. Moi, j'ai eu la chance, ou du moins j'ai eu l'expérience d'être un des 3 élèves de Joël Sternheimer. C'est un génie invraisemblable, ce gars-là. Comme tous les génies sont dans leur bulle, s'ils ne sont pas autistes, ils sont Asperger, ou du moins ils sont dans leur bulle parce qu'ils en ont marre de passer pour des incompris. Être un génie, c'est un certificat de 40 années de coup de pied au derrière, comme disait Le Corbusier. Donc, nous étions 3. Jean-Marie Baumier, Axel Mittelstedt et moi. Bon, Axel n'est plus, et Jean-Marie a continué les protéodies. Mais Joël, c'était un ami de Benveniste, justement, ils étaient 4. Fabien Maman, Joël Benveniste, Jean-Michel Weiss, mais il s'est suicidé en 2012, et puis Joël. Donc Joël, il est parti avec son copain Benveniste au Kenya. Et il a vu au Kenya les Kenyans qui chantaient devant un morceau de terre. Alors il a dit, qu'est-ce que vous faites? Ben, ils se sont dit, nous imitons le cri de tel oiseau pour faire pousser telle plante. Et au lieu de dire, ils sont demeurés ou je ne sais pas quoi, il a dit, est-ce que je peux vous enregistrer? En rentrant, il a dit, écoute, à Benveniste, il lui a dit, tu as ton laboratoire là, tu mets les graines des 2 côtés, dans l'un, tu mets la musique. Et ils ont eu, je crois, 20 fois plus de résultats. Donc Joël s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Comment la voix peut faire pousser des graines? Donc, il a dit, ben, c'est donc, ça touche à l'hormone de croissance. Donc, il faut déjà raisonner. Et après, il a pris, bon, il est docteur en physique théorique, hein, il a un master en physique quantique. C'est vraiment, oui. Pour le suivre, c'est impossible, parce que il va tellement vite d'un sujet à l'autre que lui, il a tous les liens dans la tête, et nous, on était comme 3 imbéciles derrière, pourvu qu'il ne nous pose pas une question. Bref, il a pondu des équations à 12 inconnus, et il a vu que la cochlée, l'oreille interne, quand le son arrive, elle descend de 72 octaves, et elle passe au niveau de l'ARN messager dans le ribosome. Donc dans la cellule, et ça devient une vibration. Et en fonction de la note, ça crée un acide aminé. Donc une protéine étant une suite d'acides aminés, il a pu faire l'équivalent musical d'une protéine. Ce qui était impressionnant avec lui, bon, je parle de ça à 2005, hein, il avait déjà développé 1600 protéodies, donc il pouvait déclencher dans votre corps la protéine qui manque. Avec une musique qui dure à peine. Donc c'était à la fois extrêmement efficace, mais extrêmement dangereux. Quand il a fait la protéine du Viagra, si vous la mettez au bout de 6 minutes, vous avez le cœur qui explose. Hein. Bon, enfin, on s'amusait avec nos trucs. Mais là aussi, c'est un parallèle avec la vibration. C'est uniquement ça. Le son qui tout est une vibration. Exactement. Donc on va conclure là-dessus. Alors, ce qu'il faut conclure, c'est que tout est vibration, mais les vibrations ne se propagent pas de la même manière. Elles sont, par exemple, la vue, qui est une vibration, il faut que ce soit éthérique, qu'il n'y ait pas un moindre nuage cache le soleil. Tandis que le son va se propager dans le dur. Vous mettez l'oreille sur le rail du train
et vous savez qu'il est à 2 km. Donc il y a à la fois toutes les vibrations, mais les propagations ne sont pas pareilles. C'est pour ça que nous avons des oreilles et des yeux. Merci okay. Philippe. Voilà un petit résumé